Lutter contre les discriminations en général, et notamment contre l'homophobie ou la transphobie, mais aussi permettre à davantage de Bruxellois d'accéder à un logement qui corresponde à leurs aspirations. Ce sont les deux fronts sur lesquels travaille notre invité en studio aujourd'hui, puisqu'au sein du gouvernement régional, elle a deux casquettes, secrétaire d'État au logement, mais aussi secrétaire d'État en charge de l'égalité des chances, également compétente pour la cohésion sociale et les sports, en région bruxelloise. Nous accueillons Nawal Benamou. Bonjour Nawal Benamou. On va commencer par l'actualité internationale, puisque c'est une journée internationale de lutte contre l'homophobie aujourd'hui. On a vu beaucoup de drapeaux européens hissés dans Bruxelles, des passages piétons aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. C'est symbolique ? C'est symbolique et surtout on peut dire qu'on est fiers de voir ça partout dans Bruxelles, fleurir des drapeaux un peu partout sur les institutions. C'est vrai que le chemin est encore long pour tendre vers une vraie égalité des personnes LGBTQI+, mais on peut se dire en tout cas qu'on a la volonté politique d'agir, on a vraiment envie que les choses changent, que les mentalités changent, et ça veut dire beaucoup aussi quand on voit des drapeaux hissés un peu partout, en vue notamment de la Gay Pride qui s'annonce ce samedi, qui se veut aussi un événement très festif. Ouais, et vous y serez à la Gay Pride ? Évidemment, comme chaque année. Le gouvernement fédéral a annoncé un plan avec 130 mesures. Je pense que du côté bruxellois, vous aviez annoncé un plan d'inclusion avec 35 mesures. Les deux se complètent. C'est quoi les priorités pour vous au niveau bruxellois ? Eh bien, nous, notre plan est sorti il y a quelques mois maintenant. Donc, c'est un plan avec une trentaine d'actions qui a été co-construit avec le secteur associatif. On y parle logement, on y parle mobilité, mais surtout les thèmes qui ressortaient des discussions qu'on avait pu avoir avec les acteurs de terrain. C'était les problèmes liés à l'insécurité, les problèmes liés aussi au logement et travailler surtout sur la sensibilisation et la prévention. Et sur le logement, c'est ce qu'on a fait. On a acquis un refuge pour les personnes LGBT+, qui ouvrira notamment dans le courant du mois de juin. On travaille aussi... un refuge, c'est-à-dire que c'est pour les gens qui sont en difficulté, par exemple, avec leur famille. En rupture familiale, exactement. Donc des jeunes qui font leur coming out et qui ne savent pas vers qui se tourner, pourront trouver une aide, un accompagnement et un logement au sein de ce refuge-là. Il y aura combien de places ? Une quinzaine de places. Et aussi sur l'insécurité, il faut savoir qu'il y a un problème de signalement de faits de violence à l'encontre des personnes LGBT+. Elles n'ont pas toujours, en fait, la possibilité, la volonté d'aller porter plainte, de pousser la porte d'un commissariat parce qu'elles n'ont pas forcément confiance. Et l'idée, c'est vraiment de former le personnel des zones de police qui sont à l'accueil, mais aussi à travers un projet pilote que nous avons lancé avec la Rainbow House qui permet de récolter des signalements. Et donc, les personnes LGBT+, en fait, ont plus confiance en les associations et on a pu voir que ça a pu porter ses fruits puisqu'on a plus de 40 signalements qui ont pu être menés en 2020. Ça veut dire qu'on peut porter plainte non pas à la police, mais auprès de ces associations lorsqu'on est victime d'une agression homophobe. Des signalements et après on invite les personnes à aller porter plainte à la police et on va multiplier ce genre de possibilités à Bruxelles. Oui, c'est ce que vous appelez l'opération Safe Space en région bruxelloise. Et de la prévention et de la sensibilisation également, qui est aussi un point important de ce plan d'action. Ouais, vous avez participé hier à un lancement symbolique d'une maison arc-en-ciel de la santé qui sera au centre de Bruxelles. L'idée, c'est quoi ? Santé, bien-être et de soins pour les personnes LGBT+. Et ce qui est aussi important pour nous, c'est qu'on va pouvoir aussi, dans ces locaux-là, former en fait, les personnes au sein des zones de police à pouvoir accueillir correctement les personnes LGBT+. C'est là que les policiers seront formés à l'avenir. Aussi, entre autres. Alors, je voudrais qu'on parle de logement, parce que ça a été aussi une des grandes annonces lors de la fête de l'Iris, ou dans les jours qui ont précédé. C'est la concrétisation d'une des mesures discutées lors de l'accord de gouvernement, d'un moratoire sur les expulsions, moratoire qui pourrait donc toucher le secteur du logement privé. Entre le 1er novembre et le 15 mars, à l'avenir, on ne pourrait plus expulser un locataire indélicat. C'est pas encourager les locataires à ne pas payer leur loyer ? Non, pas du tout. Il faut savoir que Bruxelles est la troisième ville en Europe qui expulse le plus. Il fallait pouvoir éviter des sorties de logement, de se retrouver avec des personnes qui se retrouvent à la rue et d'apporter des solutions qui soient les plus pragmatiques possibles. Vous le savez, dans notre accord de gouvernement, il est prévu d'instaurer un moratoire hivernal dans le logement public et dans le logement privé. Eh bien, c'est ce que nous avons fait ces dernières semaines en négociant avec mes partenaires de majorité et on instaure pour la première fois à Bruxelles un moratoire tant dans le logement privé que public, donc qui, comme vous le dites, du 1er novembre au 15 mars. Donc c'est un projet d'ordonnance. Il n'est pas encore adopté par le Parlement, ça va arriver bientôt sur la table des parlementaires. J'ai un chiffre de 5000 demandes d'expulsion par an devant le juge de paix, c'est ce chiffre exact ?
Plus ou moins. Le problème, c'est qu'on n'a pas des chiffres exacts. Ça varie entre 4 000, entre 5 000. C'est ça le problème aussi à Bruxelles, c'est qu'on n'a pas un monitoring précis du nombre d'expulsions et aussi le profil des personnes qui se voient recevoir un jugement d'expulsion. Et là-dessus, on va aussi travailler parce qu'il est important de connaître aussi le profil de ces publics qui sont, qui ont des dettes, qui ont des problèmes à payer leur loyer pour pouvoir, nous, mener une politique efficace et réagir surtout de manière préventive. Et avec un accompagnement social, notamment avec les CPS, j'imagine. Oui. Qu'est-ce qui se passe pour les propriétaires? Parce que s'ils sont obligés de garder en leur mur un locataire qui ne paye plus, c'est un manque à gagner pour eux. Vous avez prévu un mécanisme d'indemnisation? Tout à fait. On a prévu une indemnisation pour les propriétaires pendant le moratoire hivernal, mais tout de même rappeler que le locataire qui continue à loger dans le logement devra payer son loyer. C'est si le locataire ne paye pas son loyer, alors la région interviendra. Ouais, donc c'est un fonds d'indemnisation. Comment est-ce qu'il va être alimenté? Ce fonds existe déjà, est déjà alimenté par des amendes liées au logement insalubre ou alors liées aux amendes de discrimination au logement. Et donc c'est un fonds qui existe déjà. Qu'un logement est qu'un bâtiment est inoccupé, insalubre, là on peut imposer une amende au propriétaire. Voilà. C'est cet argent-là qui servira à alimenter le fonds qui indemnisera d'autres propriétaires lorsqu'ils ne peuvent pas expulser. Exactement. Les propriétaires, on a fait un débat sur cette question avant-hier ou hier, ils doutent, les propriétaires, ils disent qu'il n'y aura jamais assez d'argent dans ce fonds et ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre? Le projet est fiable et finançable. On a l'accord du ministre des Budgets, de l'inspection des finances. Vous savez, il y a eu avant moi la volonté de vouloir instaurer un moratoire dans le logement privé, mais il n'y a jamais eu de solution trouvée pour pouvoir indemniser les propriétaires. Aujourd'hui, on propose cette solution à travers ce fonds-là, et donc on a eu l'accord de l'inspection des finances, et donc nous allons avancer. Le cadre est posé. Nous allons maintenant commencer les discussions. Il y aura une consultation avec les propriétaires? Évidemment, le conseil consultatif du logement donc, sera saisi. Donc, il y a les syndicats des propriétaires qui est présent, le syndicat des locataires, encore un tas d'acteurs qui œuvrent en matière de logement. Et donc, on entamera évidemment les discussions. Mais ce qui est important de préciser, c'est que le cadre est posé. Le moratoire va se faire. Il se fera quand? En 2023, en 2024? J'ose espérer, au vu des discussions qui doivent encore s'enchaîner en commission, en plénière, que le texte pourrait entrer en vigueur début 2023. Donc pour l'hiver de 2023. Alors, on parlait en début d'émission du quartier européen. Est-ce qu'un jour on installera du logement social dans ce quartier? Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Je ne me vois pas. Je ne me vois pas, en tout cas dans tous les nouveaux projets de réaménagement, j'ai envie de dire, de la ville, ne pas inclure du logement public, du logement social. Pour moi, c'est inconcevable. C'est un quartier où on pourrait transformer des bureaux en logement, et notamment en logement social, c'est ça l'idée? Si c'est faisable et fiable et finançable, il faudra analyser évidemment tout cela. Si c'est faisable, pourquoi pas? Mais il faut repenser la ville autrement dans ce quartier-là. Il faudra peut-être aussi dédensifier, il faudra peut-être aussi repenser des espaces verts. Parce que on ne peut plus imaginer maintenant avoir du logement sans des espaces verts, sans des équipements collectifs. Donc tout ça est à voir dans sa globalité. Je pose cette question parce qu'on a le sentiment qu'il y a quand même beaucoup de tension ou de différence de vue au sein du gouvernement bruxellois entre ceux qui disent comme vous, on doit faire du logement social et c'est un des enjeux de cette législature, il faut construire, et puis ceux qui disent non, on doit arrêter de construire, on doit arrêter de bétonner et on doit trouver d'autres solutions. Les deux options sont combinables? Les deux sont compatibles, il faut pouvoir exploiter toutes les pistes possibles. Si on pourrait convertir des bureaux en logement, on le fait. Si on doit construire, on construit. Et je rappelle que quand on a des projets de construction de logements, on ne bétonne plus sur tout le site. On imagine toujours d'allier des espaces verts avec la construction de logements. C'est plus du tout, j'ai envie de dire, dans notre logiciel. On a complètement changé le regard sur les projets de logements sociaux et les habitants, les locataires aussi des logements sociaux sont demandeurs d'avoir des espaces verts, des équipements collectifs et donc il faut réfléchir à tout ça pour faire un mix de tout ça. Merci Nawal Benhamou, secrétaire d'État au logement. Merci d'avoir été notre invité.